Après 5 ans de guerre en Syrie, le nombre exact de victimes est quasi impossible à déterminer. Aux blessés de guerre s'ajoutent tous ceux décédés chez eux, faute d'avoir pu accéder aux soins. Femmes enceintes, personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, enfants qui auraient dû être vaccinés. Car ces 5 années de guerre ont aussi été 5 ans d'attaques sur les installations sanitaires. Médecins emprisonnés, blessés arrêtés dans les hôpitaux, structures médicales bombardées. On a fait la médiation entre les médecins syriens avec qui on collaborait en 2011 notamment et le grand public en rapportant ce que eux ils nous racontent sur la situation humanitaire et situation médicale dans les zones tenues par l'opposition. Ces médecins en 2011 déjà, ils ont commencé à raconter comment ils arrivent à travailler très difficilement et d'une façon clandestine pour pouvoir soigner des patients qui avaient été blessés lors des manifestations. À l'époque, MSF a tenté d'obtenir l'autorisation du gouvernement de travailler dans le pays. Devant son refus, les équipes ont ouvert à partir de 2012 6 hôpitaux et 5 centres de santé ambulatoires dans les zones contrôlées par les groupes d'opposition. Dans les zones où MSF ne pouvait accéder, elle a mis en place un réseau de soutien aux médecins syriens en leur fournissant médicaments et matériel médical. Mais en 2014, après l'enlèvement de plusieurs membres du personnel par le groupe État islamique, la quasi-totalité des équipes internationales ont quitté la Syrie. Faute de pouvoir obtenir des garanties de sécurité, MSF doit aujourd'hui se limiter à soutenir, depuis les pays voisins, l'activité des médecins syriens. Des médecins dont le travail est plus dangereux que jamais. La situation s'est encore une fois dégradée en 2015 et c'est le cas c'est les 3 premiers mois de l'année 2016 avec l'intensification des bombardements de l'aviation russe et syrienne depuis octobre 2015. Donc la situation sanitaire est encore plus catastrophique qu'avant. Selon nos informations, en 2015, 63 hôpitaux avaient été bombardés et partiellement ou entièrement détruits par l'aviation de la coalition syrienne essentiellement. Devant l'impossibilité de fournir des soins, de nombreux médecins fuient le pays, en particulier ceux des gouvernorats d'Idlib et d'Alep, soumis à des bombardements intenses. Nous risquions nos vies et nous savions qu'ils pouvaient nous attaquer à tout moment. J'ai beaucoup d'amis médecins qui travaillaient avec moi à Alep ou dans les environs et qui sont morts. La situation est plus dramatique encore dans les villes assiégées, comme à Madaya, où malgré l'arrivée médiatisée de convois humanitaires, la population continue de mourir de faim. Au total, on estime qu'entre 1,5 et 2 millions de personnes vivent dans les zones assiégées par le gouvernement ou les groupes d'opposition. Les populations d'abord ont peur d'aller dans les structures de santé parce qu'ils sont systématiquement ciblés et même s'ils ont le courage d'y aller, ils sont souvent pas traités parce qu'il n'y a pas le médicament nécessaire pour prendre en charge des patients qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes respiratoires comme l'asthme, qui ont des problèmes comme le diabète. Donc même des simples maladies comme la diarrhée par exemple, aujourd'hui ces maladies ne sont pas traitées correctement dans les zones assiégées faute de médicaments. Devant cette situation, les Syriens qui le peuvent tentent de fuir le pays au plus vite. Plus de 100 000 personnes attendent le long des frontières turques et jordaniennes, mais ces dernières restent fermées. Deux tiers des réfugiés syriens en Jordanie vivent sous le seuil de pauvreté. Leurs seules sources de revenus sont souvent des emplois non déclarés et sous-payés qui couvrent à peine le logement et la nourriture. Les soins et l'éducation des enfants ne sont pas prioritaires. Cette famille est arrivée en Jordanie en novembre 2012. Seul l'un des enfants est scolarisé. Asma et Khalil ne vont pas encore à l'école parce que nous changeons sans cesse de maison. Et puis il n'y a pas de place pour eux à l'école. L'école est surchargée. Tous les jours, ils passent 1 heure à jouer dans la rue avec un ballon.
C'est leur vie quotidienne, leur routine. Khalil est hanté par les souvenirs de Syrie. Il reçoit l'aide d'une psychologue de Médecins sans frontières. Parmi les 169 personnes suivies, peur, cauchemar et agressivité sont les premiers symptômes chez des enfants ou des adolescents qui ont vu leurs proches mourir, leur maison détruite ou leur famille dispersée. Ces personnes ont encore un long chemin à faire avant de trouver un pays dans lequel elles pourront enfin s'arrêter. Mais pour l'heure, leur route prend fin devant ces barbelés à Idomeni. Les pays européens doivent prendre leurs responsabilités et peut-être pour la première fois en un an, prendre une décision commune pour résoudre cette situation et proposer une solution claire aux réfugiés. Officiellement, seuls les Syriens et les Irakiens peuvent encore passer. Mais les autorités macédoniennes n'ouvrent leurs portes qu'à quelques centaines de personnes par jour, laissant les autres, épuisés, attendre dans des conditions désastreuses. Dans le centre de Médecins sans frontières, ce sont des personnes de plus en plus fatiguées et de plus en plus vulnérables qui viennent consulter. Elle nous a expliqué que son pied était comme ça après avoir marché une semaine dans la neige en Turquie. Elle avait un papier avec elle, une carte de santé, faite lors de sa première consultation médicale avec nos collègues MSF à Samos, en Grèce. Au total, 34 000 personnes sont coincées en Grèce, alors qu'il n'y a dans le pays que 3 000 places d'hébergement. Une situation que la Grèce ne pourra gérer sans l'aide de ses voisins. Au premier tour, Mo, 21 ans. En mars 2011, il affiche sur Facebook son soutien à la révolution. Il est rapidement emprisonné. Arrive ensuite Obaïda, 27 ans. En 2013, il est blessé par un éclat d'obus chez lui à Idlib. Il décide de quitter la Syrie. En troisième, Salim. Elle a 32 ans et 2 enfants. En 2011, son mari est arrêté et torturé à mort pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement. Son village est régulièrement bombardé. Au tour de Mo, qui sort enfin de prison au bout d'1 an. Il prend aussi sec un avion pour l'Égypte. Là-bas, ses différents petits boulots ne suffisent même pas à payer la pièce dans laquelle il dort. Obaïda est passé en Turquie. Il va tenter la traversée d'Izmir vers la Grèce. Il paye $850 pour embarquer sur un petit canot gonflable avec 43 autres passagers. Mais il ne peut pas discuter, le passeur est armé. Salim fuit les bombes et passe en Turquie. Elle décide elle aussi de traverser la mer Égée avec ses 2 enfants. Le groupe rejoint l'île de Lesbos, mais pendant la traversée, Salim a perdu les médicaments pour le cœur qu'elle devait prendre quotidiennement. En Égypte, Mo ne voit qu'une solution pour mener une vie décente, tenter sa chance en Europe. Il passe en Libye et embarque sur un bateau de pêche en bois avec 45 autres personnes. Obaïda a quitté les côtes turques depuis moins d'1 heure quand un bateau s'approche du leur. Les gardes-côtes? Non, un groupe d'hommes vêtus de noir qui détruisent leurs moteurs et repartent. De Lesbos, Salim prend le ferry pour Athènes. Elle passe ensuite en Macédoine, en Serbie, puis en Hongrie. Alors qu'elle attend un train pour Vienne, elle se fait voler son téléphone et 200 €. Pas le choix, il faut continuer à avancer. Arrivé en Italie, Mo est accueilli par la police. Il passe 1 mois en détention. Là, les autorités le forcent à demander l'asile, puis le relâchent dans un champ en pleine nature. Le bateau d'Obaïda prend l'eau. Paniqués, les passagers envoient leurs coordonnées GPS aux gardes-côtes grecs.
Malheureusement, ils sont toujours dans les eaux territoriales turques. Ce sont donc les Turcs qui viennent les chercher et les ramènent à leur point de départ. Obayda passe une dizaine de jours dans un centre de rétention. Il en sort avec un document qui lui donne 1 mois pour quitter le pays. Salim est arrivé à Calais. Là-bas, des médecins lui ont donné de quoi reprendre son traitement pour le cœur. En attendant de réussir à rejoindre son père en Angleterre, elle vit avec ses enfants dans une tente dans la jungle. Libéré, Mo quitte l'Italie pour la France, puis l'Allemagne, où il peut demander l'asile sans risquer de se faire expulser vers l'Italie. En attendant le résultat de la procédure, il vit dans un camp sans pouvoir travailler. Obayda décide de retenter sa chance et paye $1000 pour une nouvelle traversée qui échoue de nouveau. La police turque les intercepte. Il réussit à s'enfuir. Désespéré, il retourne vivre à Idlib, en Syrie. Mo, Obayda et Salim font partie des 4 600 000 réfugiés qui ont quitté la Syrie depuis le début de la guerre. Pour le seul mois de janvier 2016, 368 migrants sont morts en mer. Mais le conflit s'enlise et pour beaucoup, la route, aussi difficile soit-elle, est la seule option. هاي كامب نجي نقعد فيها على اساس بده يشيلوه بده يشيلوه ما فينا وين بدنا ننام برا ما فينا ننام هلا يعني اقل شيء بدنا نروح على اساس قطعنا هي كل شيء مشان نروح على بريطانيا قريبه منا وما بياخذونا 45 كيلومتر وما بياخذونا يعني بيشوفونا بيجوا لعنا وما بياخذونا هون مثل حيوانات نحن يعني أنا بدي أروح على بريطانيا بدي أشوف حياتي من جديد يعني بدي أنسى سوريا كلها يعني من جدودكم ساعدونا أنا بدي أروح على بريطانيا بدي أروح عند أخوي بقى شوف أدرس هنيك بعمل شي هنيك بشتغل بعمل شي يعني مستقبلي بقى أدرس أعمل شي عند أخوي أنا لساتي صغير ما بعرف شي يعني أنا شو بدي أعمل هون الدنيا نحن عمرنا 17 سنة صار لنا 5 سنين سوريا خربت كل شيء يعني ما في مدرسة ما في شيء يعني ما شفنا شيء والله ضيعتنا كثير صار فيها قتلى صار في 350 قتيل اللي مات فيها يعني اللي ماشي ما عاد يعرف وين بده يروح واللي قاعد مش مأمن على حاله. حالات انعدام الأمان والعدالة والاستقرار الإنسان يضطر اعتقاد أنه نحن في وطننا أموات فنموت أحسن ما نبقى أموات هناك. مشينا بهالبحر شوي وبنغرق شوي بنغرق لما طلعنا بالسفينة تبع الانقاذ كأنه انولدنا من جديد. سوريا هون من سما هون ما بتروح من بالي سوريا.